Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis absolument ravi, mais comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 124e en ce vendredi 11 novembre, date de la plus haute importance marquant la commémoration de l'armistice franco-allemand après une terrible Première Guerre mondiale. Alors stop! Nous ne sommes pas sur le podcast Histoire de Sébastien Martin. Revenons à nos moutons et en particulier à cette fin de préparation. Car en effet, dimanche, je serai sur la ligne de départ d'un 10 km, toujours sur l'agglomération orléanaise avec ma participation à la Fleurissoise. Alors, mon entraîneur me dit que j'encaisse bien sur ces dernières semaines. Ça fait 3 semaines de haute intensité depuis ces 10 km de l'Indien. Le volume a été important. J'ai effectué de nombreuses séances avec de la force, avec de la variété, avec de la vitesse. Mais, vous le savez, la vérité reste quand même celle du dossard et de la compétition. Je l'ai souvent dit, je m'assimilais à un champion de l'entraînement et les efforts consentis durant ces dernières semaines devront être validés par une belle performance dès ce dimanche. Mais les sensations sont plutôt bonnes, les jambes tournent bien, pas de bobo à l'horizon. Donc je pars avec un capital motivation au top. Remontons maintenant quelques années en arrière. En 2008, j'étais à la recherche d'un plan d'entraînement pour réaliser un chrono d'1 heure sur une course de 10 km. Et j'ai découvert à ce moment-là la programmation d'un certain Bruno Heuby. Quelques années plus tard, j'ai la chance de recevoir Bruno et d'enregistrer un épisode afin de revenir sur son parcours, sa carrière, mais aussi son expérience dans le running. Enseignant de formation, Bruno porte une triple casquette, car il est également entraîneur et athlète de niveau international. D'une victoire lors d'un cross scolaire, il a cheminé jusqu'à tutoyer les sommets. Vainqueur de nombreuses courses, il a atteint le titre de champion du monde du 100 km, mais aussi remporté la célèbre course des 100 km de Millau. De ses expérimentations, de sa capacité à analyser ses performances, tout en prenant du recul et en mettant en place des stratégies, Bruno est désormais un entraîneur reconnu. Adepte de la règle de 3, sa méthode d'entraînement, dite champenoise, rien à voir avec le champagne, est un savant assemblage dans lequel il faut prendre en compte certains éléments. La qualité, la volonté et l'entraînabilité. Alors pour celles et ceux qui abordent un objectif en compétition, soyez à l'écoute de ces précieux conseils de champions du monde, d'entraîneurs et de sportifs de haut niveau. De la phase de préparation générale à celle consacrée au relâchement, en passant par la stratégie, vous serez paré pour réussir votre course. Par ta disponibilité et le plaisir que j'ai eu à échanger longuement avec toi, je te remercie, Bruno. Tu es animé de cette volonté de transmettre et j'aurai plaisir à t'accueillir de nouveau sur le podcast. Je vous laisse en compagnie de Bruno Heuby. Les 3 piliers de la performance, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, je ne te connaissais pas lorsque j'ai été amené à débuter la course à pied et tu as été une des premières personnes, sans le savoir, à me donner un plan d'entraînement. Alors, c'était en 2008 et j'avais pour objectif de réaliser un 10 km en moins d'1 heure. L'objectif avait été rempli et je ne pensais pas, quelques années après, que nous serions amenés à entrer en contact et à échanger sur le podcast. Alors, sois le bienvenu, Bruno. Merci, c'est gentil. Merci surtout de m'inviter. Ça fait plaisir. Je suis heureux d'être là et de pouvoir partager avec toi toutes ces discussions qui seront sans doute passionnantes sur la course à pied et notre passion commune.
Alors Bruno, je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens. On va peut-être pas refaire tout le CV sportif et le CV professionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais quelles sont les grandes lignes et voilà. Déjà sur le côté état civil. Oui, c'est vrai que ça risque d'être long. Ça fait ça fait 5 ans, ça fait un demi-siècle, 50 ans plutôt, un demi-siècle que je pratique la course à pied en compétition, puisque ma première licence quand j'étais Benjamin date de 1972. Donc oui, on va pas faire tout le CV, sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Moi, j'aime bien me présenter en disant que j'ai un peu cette particularité d'avoir une triple expérience, ou plutôt une triple compétence. Celle d'être un enseignant à la base, hein, c'est quand même ça qui m'a construit. Je suis professeur d'éducation physique et sportive, donc le sport fait partie de mon métier au quotidien depuis toujours, et j'ai réussi à mener de biais ma carrière d'athlète de haut niveau sur les longues distances. Donc c'est l'autre aspect, l'aspect sportif de haut niveau, et bien évidemment, ou plutôt naturellement, ces deux aspects, enseignant et sportif, m'ont amené vers l'entraînement. Donc ce qui me caractérise, on va dire, ce qui est un peu ma spécificité, ce sont ces trois, ce que j'appelle les trépieds sur lesquels moi je m'appuie pour construire tout le reste. Sportif de haut niveau, enseignant et entraîneur. J'ai eu la chance, on y reviendra peut-être, d'accompagner des athlètes de très haut niveau, mais aussi des athlètes de tout niveau, comme toi par exemple, même si je ne le savais pas. Et donc c'est tout ça qui me construit, et c'est ça que j'aime bien mettre en avant. Comment tu as cheminé pour arriver jusqu'au métier d'enseignant en activité physique et sportive? Dès ta plus tendre enfance, tu as été bercé dans le monde du sport. Est-ce qu'il y avait peut-être un terreau familial qui t'a donné cette opportunité-là? Comment tu as été amené à enseigner? Non, absolument pas. Il n'y avait pas de sportif dans ma famille. Le sport faisait pas partie de nos habitudes. Mais j'ai eu la chance de croiser, ou l'opportunité plutôt parce que je pense que la chance n'existe pas, de croiser un enseignant bienveillant quand j'étais en CM2, qui, derrière le petit Bruno qui me tenait pas en place, a vu peut-être un jeune garçon capable de faire du sport. À l'époque, dans les années 68, 69, c'était pas forcément quelque chose qui était très très pratiqué, et pas vraiment chez les instituteurs. Mais voilà, lui, je sais pas, je m'en souviens plus très bien, j'étais petit. Il a vu que je pouvais combler toute cette énergie débordante que j'avais en classe. Je tenais pas en place, je restais pas assis. Il m'a amené vers un cross USEP à l'époque, les cross primaires. Et j'ai gagné ce cross. J'ai été repéré par quelqu'un du club local de Troyes, parce que je suis né à Troyes, hein, dans l'Aube, en Champagne-Ardenne. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà, tout de suite j'ai accroché. J'ai vraiment aimé ce sport qui me permettait de m'exprimer, de dépenser toute cette énergie que j'avais en moi, et ça a commencé comme ça. Et à l'époque, quand on voulait vivre de ce sport, c'était pas possible. C'est toujours difficile maintenant, mais le sport était quand même quelque chose d'assez marginal. Et la seule façon que j'ai trouvé de rester dans le sport, c'était de l'enseigner. Voilà. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé à avancer dans ce milieu du sport. Je suis rentré en sport-études. À l'époque, ça s'appelait comme ça, les sport-études athlétisme. Et c'est vrai que beaucoup des gens, des sportifs qui étaient en sport-études, naturellement, je dirais, pour rester dans ce milieu du sport dans lequel on ne pouvait pas vivre, se tournaient vers les études d'éducation physique. Donc ça te laissait du temps à côté pour t'entraîner, parce que le métier d'enseignant, moi c'est ce qu'on me dit, hein, étant enseignant en histoire-géographie, on me dit mais oui, mais tu ne travailles que 18 heures et tu as tout loisir pendant tes vacances pour pratiquer ta passion. Est-ce que tu partages ce constat? Non, pas vraiment. J'ai la chance de pouvoir fréquenter des milieux différents, et on en parlait encore il y a pas longtemps avec une amie institutrice, Charlotte. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, et on se disait que oui, on sort d'une période de vacances là. Elle a beaucoup travaillé pendant ses vacances, et je connais plein de gens qui sont dans le privé et qui ont autant de vacances que nous, voire même parfois plus. Donc non, je pense pas qu'on soit les privilégiés. C'est la passion qui permet de mener les deux de front. Un enseignant travaille beaucoup, travaille autant que les autres professions, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met très en avant. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que quand nous on est en vacances, la France entière le sait, mais quand des tas d'autres personnes dans le privé sont en vacances, personne ne le sait, donc on le remarque pas, on le remarque moins. De ton regard d'enseignant, Bruno, est-ce que tu trouves que les jeunes sont aussi
à l'aise avec leur corps, avec le sport qu'il y a 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on constate, et est-ce que toi tu constates maintenant avec un regard d'universitaire, peut-être une sédentarisation de nos jeunes, et par quels moyens on pourrait les raccrocher à l'activité physique, notamment la course à pied? Oui, alors c'est vrai que je n'aime pas avoir ce discours, c'était mieux avant, parce que je crois que notre société, elle évolue, elle se transforme et c'est très bien comme ça. Mais j'ai travaillé pendant pratiquement 30 ans dans le même collège, dans un petit collège de la Marne, Mareuil-le-Port, pour ne pas le nommer, un petit collège en milieu viticole, donc où les populations scolaires étaient très stables. Et donc j'ai constaté au fur et à mesure de l'évolution que je devais adapter mes barèmes, parce que les exigences que j'avais avec les élèves au fur et à mesure des années ne correspondaient pas à ce que j'attendais d'eux. Et vraiment, j'ai vu une énorme évolution. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus sur la détérioration de la capacité physique des élèves sur une revue qui s'appelle Biocontact. Et vraiment, j'ai vu cette évolution et franchement, la condition physique de nos enfants se détériore. Ce que je demandais c'est souvent ce que je disais aux parents en réunion parents-professeurs, ce que je demande à votre fils ou à votre fille, c'est bien moins que ce que je vous demandais à vous. Et au fur et à mesure des années, j'étais obligé de constater que ça ne s'améliorait pas. Et ça, c'était quelque chose de tangible et de précis. Hein. Il n'y avait pas d'interprétation de ma part. Indirectement, ces jeunes, ce sont des adultes, peut-être aujourd'hui, des adultes demain. Cette sédentarité est quand même, alors je dirais pas un fléau, mais quelque chose qui est un petit peu dommageable pour notre société. On a vu beaucoup de personnes se mettre à courir pendant le confinement. Est-ce qu'il faut en passer par là pour que les gens se mettent au sport, ou est-ce que toi tu vois d'autres alternatives, d'autres solutions pour inciter les gens à aller se faire du bien justement par l'activité physique? Oui, alors en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment répondu à ta question qui consistait à dire comment est-ce qu'on va donner le goût de l'activité physique à nos enfants. Je crois qu'effectivement, c'est très important. Ça commence par là. Tout commence par l'école. Donner envie d'apprendre, donner envie de faire de l'exercice physique, c'est notre rôle à nous, enseignants. C'est pour ça que c'est très, très important. Donc, moi, en tant qu'enseignant d'éducation physique, j'ai toujours essayé de faire en sorte que l'élève prenne du plaisir, et c'est pas forcément compatible avec l'école. Néanmoins, en éducation physique, on a compris que l'évaluation, la note n'était pas forcément le but suprême de l'enseignement. Et donc, on a toujours essayé de valoriser la réussite des élèves, de leur faire prendre conscience de l'importance de leur corps, de comment ils bougeaient dans leur corps. Et moi, j'ai essayé à mon humble niveau d'enseignant de donner plaisir à mes élèves de pratiquer. Et je crois que c'est la notion de base, c'est-à-dire que il n'y a rien de pire que d'infliger une punition ou une tâche à un enfant pour qu'il puisse y prendre plaisir. Donc l'idée c'est vraiment ça. Et je crois et j'essaye vraiment dans mon quotidien de dire que courir, faire de l'activité physique, pédaler, nager, ça doit être avant tout une sorte une source de plaisir, d'épanouissement et de développement personnel. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire que l'activité physique soit quelque chose qui ait une place encore plus importante dans notre société. Et quand tu parles de fléau, je suis complètement d'accord avec toi. Je crois que c'est une catastrophe. Dans ton quotidien, donc depuis cette première licence, la course à pied n'a jamais quitté ton environnement. Tu as toujours pratiqué ce sport. Est-ce que tu as fait d'autres activités avant? Est-ce que tu avais essayé peut-être d'autres sports avant de te révéler par la course à pied? Oui, alors je dirais que comme tous les garçons, c'est un schéma, mais c'est peut-être un cliché, mais bon, c'est comme ça. Comme tous les garçons, j'ai joué au foot. Alors effectivement, j'étais le seul qui courait encore à la fin du match. Mais le problème, c'est que au foot, il faut un ballon, il faut jouer avec, et j'étais pas forcément très adroit. Donc j'avais une grosse condition physique, je courais, j'étais milieu de terrain, je m'arrêtais jamais. J'étais pas forcément très fort balle au pied, donc j'ai pas continué, j'ai pas poursuivi. Et puis j'avoue que je ne pense pas être quelqu'un d'individualiste, mais le fait de faire reposer la performance et les résultats sur d'autres qui eux ne couraient pas ou qui eux ne jouaient pas le jeu, ça me dérangeait un peu. Quand je faisais de la course, j'avais pas de compte à rendre aux autres. J'étais seul face à moi-même et ça me plaisait bien. J'étais seul à gérer mon projet, mon défi, et ça, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Alors, de cette première victoire en cross USEP,
comment ta carrière a ensuite évolué? Parce que là, après, on a tutoyé les sommets avec des grandes victoires. Et si je regarde ton palmarès, il est long comme le bras. On va pas tout nommer. Mais comment tu as justement pu gravir les échelons après cette détection par un enseignant et un repérage par ce club à côté de ton domicile dans l'Aube? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la course hors stade n'existait pas. C'est-à-dire que dans les années 70, on ne pratiquait la course à pied que dans un stade. Donc, j'ai pratiqué la course à pied dans un stade. Je faisais du 1200 quand j'étais benjamin, du 1500 quand j'étais cadet. Les crosses, on était sur un athlétisme très traditionnel. La course à pied, on était à ses balbutiements, puisque 1972, première édition des 100 km de Millau, le fameux marathon de Boston avec Katy Switzer, dont on parle régulièrement, où elle est interdite de participer, je crois que c'est 1969. Voilà, donc la course à pied en est à ses balbutiements, mais très vite je suis attiré par ce sport et je ne sais pas pourquoi, et la seule raison pour moi c'est que c'était ma passion, c'est ce vers quoi j'étais attiré irrépressiblement, j'étais attiré par ce sport. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ce côté un peu décalé de la course hors stade par rapport au stade, ce côté un peu rebelle que j'avais aussi à l'école qui m'attirait. Et donc très vite je me suis tourné vers les courses sur route, et c'est drôle parce que tous les gens du stade me disaient, j'étais un cadet prometteur, j'étais pas dans les tout meilleurs français, mais j'étais quand même dans les bons français, et tout le monde me promettait une fin de carrière précoce. C'est-à-dire qu'on me disait, si tu vas sur la route, tu vas te tuer, tu vas te fracasser. C'est quelque chose qui était nouveau, on avait peur, mais moi j'étais attiré par ça. J'ai eu la chance aussi d'avoir mon grand frère qui faisait de la course sur route, et en fait j'ai fait mon premier marathon à 18 ans contre vents et marées et contre tous ceux qui m'encadraient dans le club, et j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet si j'ai le temps. Ce premier marathon dans l'Aube, autour des lacs de l'Aube, je le fais avec mon frère, et on franchit la ligne avec la première féminine. Je vous passe les détails. Et en fait, la première féminine, une athlète que je connais bien, elle ne franchit pas la ligne en fait. Elle passe sur le côté, alors qu'on était tous les trois sur la ligne d'arrivée. Je la vois après la course. Je lui dis, mais Fabienne, pourquoi t'as pas passé la ligne? Et en fait, elle me dit, en fait, j'avais pas le droit de courir. Donc voilà. Donc, faut pas oublier que il y a encore la course à pied, c'est quelque chose qui est bien intégré maintenant. Moi, c'est un milieu que je fréquente. Hein, on pense que ça a toujours été là, mais non. Et ça remonte pas à si loin que ça. Il y a pas longtemps encore, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Il y a pas longtemps encore, la course hors stade ne rassemblait pas des centaines de milliers de coureurs. Elle était réservée à une espèce d'élite. À moins de 3 heures au marathon, on n'existait pas. Et cette évolution fulgurante de la course hors stade, c'est quelque chose que moi je regarde avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de plaisir en tout cas, parce que justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'intégration du sport dans le quotidien, la course hors stade a vraiment permis à des milliers de personnes de pratiquer l'activité physique sans que ce soit trop élitiste, parce que les clubs d'athlétisme restent quand même relativement élitistes. Est-ce que tu as vu une bascule? À quel moment cette pratique un petit peu élitiste, comme tu l'évoques, s'est démocratisée? Est-ce qu'il y a eu un tournant? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, l'arrivée peut-être d'une marque, d'un modèle de chaussures, une course qui a vu le jour, qui aurait permis justement cette démocratisation? Alors moi, je trouve vraiment que on les critique beaucoup, donc j'ai d'autant plus de facilité à les mettre en avant. Les grosses organisations comme ASO, par exemple, ont vraiment ont vraiment mis un coup de pouce. Ils ont professionnalisé ce sport, ils l'ont professionnalisé, et contre ce que j'appelle les ayatollahs de l'athlétisme, hein, qui eux refusaient que l'argent entre, refusaient. Mais c'est encore quelque chose qui est véhiculé, hein, quand on dit ASO se fait de l'argent sur le dos des coureurs, un dossard à 20 € c'est trop cher parce que ça fait tant d'euros du kilomètre. C'est encore quelque chose qui est véhiculé. Je crois on n'a pas vraiment compris en athlétisme que ça passait par là. Je pratique le triathlon. C'est une fédération qui est jeune, qui est nouvelle. Ils ont pas du tout cette attitude. Ils ont pas du tout les freins qu'on a nous. Et des organisations comme ASO ont fait passer le semi-marathon de Paris qui végétait à 7 ou 8 000 coureurs à 40 ou 50 000. Le marathon de Paris maintenant, 55 000, est devenu un des plus grands marathons au monde. Donc l'arrivée des organisations professionnelles,
la professionnalisation des organisations a vraiment permis d'ouvrir ce sport et de permettre à des gens à 4 heures, 4h30, 5 heures au marathon de pratiquer. Et ça, c'est extraordinaire. De ce premier marathon à 18 ans. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu conseilles à des athlètes qui viendraient te solliciter pour un plan d'entraînement de basculer sur une distance aussi longue en étant aussi jeune. Comment ensuite tu as franchi les étapes? Parce que tes faits d'armes, Bruno, c'est quand même les 100 km de Millau et ensuite le Graal avec un titre de champion du monde. Comment, entre ces 18 ans, ce premier marathon et ces 100 km, tu as pu rayonner, évoluer? Ça a été un très long cheminement parce que justement, le 100 km et toutes les distances au-delà du marathon, voire même le marathon, étaient des distances qui étaient inconnues, dans lesquelles on n'avait pas vraiment d'entraînement, on n'avait pas vraiment de préparation, on savait pas trop comment procéder. Et on me disait beaucoup de ne pas me lancer sur ces distances parce que voilà, le 100 km, ça va te casser, ça va te détruire, ça va te bousiller. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer. Et ce qui est paradoxal, je raconte toujours cette même histoire, c'est que je me suis lancé sur le 100 km quand j'ai eu cette sensation que je n'avais plus rien à perdre. Et avec le recul, je trouve ça éloquent parce que, en fait, j'avais rien à perdre. J'avais un niveau sur marathon qui était très moyen pour un athlète de haut niveau. Je faisais 2h30 au marathon, c'était pas exceptionnel, loin de là. Mais moi, mon rêve, c'était de faire moins de 2h30 au marathon. Et donc, je me suis acharné à faire cette performance que je n'arrivais pas à faire parce que les conditions ne s'y prêtaient pas, parce que sans doute j'avais trop de pression et j'avais tellement cette envie de passer cette barre symbolique qui, en fait, au final, ne signifiait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était mon Graal. Et il a fallu que j'arrête de courir, que je passe l'agrégation d'éducation physique, que je me remette à l'activité physique, on va dire presque par des objectifs hygiéniques, pour que je me lance un peu par hasard, mais une fois de plus, le hasard n'existe pas, sur 100 km en croisant un ami, Christian Lotte, s'il m'écoute, je le salue parce que je lui dois beaucoup, qui me dit, tiens, on va faire un 100 km avec des amis, on va à Rognonas, dans le sud de la France, faire un 100 km, tu viens avec nous? Et je lui dis, bah non, je viens juste de reprendre la course à pied, c'est pas possible. Bah ouais, tu crois? Si, vas-y, essaye. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que juste après ce marathon, j'espère que je suis à peu près cohérent dans ce que je raconte et clair surtout. Juste après ce marathon, en fait, je suis allé voir un 100 km avec mon frère. On est allé sur un 100 km pour voir un ami courir. Donc là, j'avais 19 ans, les 100 km de Nigène, une épreuve qui n'existe plus. Et je suis allé voir ce 100 km avec mon frère. Et là, quand j'ai vu ces gars courir cette distance, je me suis dit, mais waouh, c'était vraiment les conquérants de l'impossible. Le 100 km en 1979, il y avait pas de chaussures de course à pied. Il faut savoir que quand on courait sur route, on n'avait pas de magasins, ces magasins de sport, de running qui fleurissent partout. Ça n'existait pas. Et je parle pas de la préhistoire, je parle de 1979. On dessinait notre pied sur une feuille blanche, le contour, et on l'envoyait à une personne, le seul importateur de la seule marque de running à l'époque, New Balance, pour ne pas la nommer. Et pour avoir des chaussures de running, c'était la seule façon de s'en procurer. Les gens couraient avec ce qu'on appelait des baskets ou des tennis pour jouer au basket ou pour jouer au tennis. Il n'y avait pas de chaussures dédiées à la course à pied. Et donc, à cette époque-là, donc ces gens-là couraient avec des chaussures qui n'étaient pas adaptées. La frontale n'existait pas. Ils avaient des vieilles lampes avec les piles carrées. Enfin, c'était vraiment. Mais moi, je me suis dit, mais ces gens-là sont des héros. Les suiveurs à vélo, je vous en parle même pas. Les ravitaillements, alors laisse tomber. Voilà, quoi. C'était vraiment des conquérants de l'impossible. Et je me suis dit, mais moi, j'étais en admiration devant ces gens. Et quelque part, et 10 ans plus tard, tout s'est resynchronisé à nouveau. Je me suis dit, ah ouais, finalement, peut-être que moi aussi, je peux être un de ces coureurs de 100 km. Et je me suis lancé comme ça, avec quasiment un mois d'entraînement, en me disant, je vais juste le finir. C'est bien, quoi. Ça sera bien si j'arrive juste à le finir. Et puis voilà, je suis pas certain que tous les détails soient importants dans ce podcast, mais en fait, je fais 7h54 à mon premier, en partant juste pour le finir. Je visais
peut-être 10 heures, et encore, même 10 heures, ça me paraissait ambitieux de courir pendant 100 km à 10 km heure. Je me disais, waouh. Enfin, ça a vraiment été un saut dans l'inconnu. Total. Et, qu'est-ce que tu cherchais justement dans ce saut vers l'inconnu? C'était de rejoindre ces conquérants du bitume, ces forçats de la route. Il y a ce petit côté rebelle, hein, tu le disais tout à l'heure, cette envie peut-être d'aller chercher des choses que tu ne connaissais pas. Oui, c'est ça. Et puis retrouver un peu ce Bruno tout fou et pas très sérieux que j'étais quand j'étais gamin. Retrouver un peu ce gosse qui tient pas en place, qui avait du mal à écouter, à être sage. Et en fait, je m'étais contraint en passant l'agrégation. Alors l'agrégation, je crois que tu es agrégé aussi, il me semble, non? Alors je suis certifié, pas agrégé, mais certifié. Mais ça a été la période d'un concours et de toute façon quelque chose de très dense, très intense et il faut vraiment être focus dessus, effectivement. Voilà, c'est ça. Alors je sais pas si si l'agrégation d'éducation physique n'a pas toujours existé et peut-être qu'on a cherché parce qu'on est l'éducation physique, on est une discipline scolaire qui cherche toujours à gagner ses galons. Et j'ai l'impression que quand ils ont créé ce concours, ils ont fait quelque chose de super difficile, quoi. Le niveau des écrits est juste incroyable. Et donc, pour légitimer, je pense, notre place dans le système scolaire, on a créé une agrégation qui est vraiment, c'est vraiment très, très difficile. Et donc, j'étais vraiment sérieux, quoi. J'ai vraiment bossé. Je l'ai eu du premier coup, les écrits, les oraux, enfin, vraiment. Et peut-être que ce Bruno trop sérieux qui rentrait dans un espèce de cadre qui ne lui correspond pas forcément, il avait besoin de retrouver cette folie. Et pour moi, faire 100 km, c'était un peu une folie. Ouais, je me suis dit bon bah voilà, j'ai été sérieux pendant 2 ans, j'ai bossé comme un dingue, faisons un truc fou. Et faire un truc fou, c'était aussi en sport pour moi me lancer dans un défi que j'étais pas du tout certain de réussir, mais c'est ça aussi qui était excitant. Alors de ce 100 km du côté de Rognona, donc à côté d'Avignon, il en est ressorti quoi? Tu t'es dit là, j'ai trouvé ma discipline, c'est quelque chose qui va me porter pour de nombreuses années? C'est ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je suis fait, parce que franchement, l'entraînement, j'avais pas l'entraînement. Franchement, j'avais pas l'entraînement et je n'avais pas surtout la connaissance de l'épreuve. Maintenant, quand je conseille des gens sur cette discipline, je leur dis tellement de choses que je me dis qu'avec le recul, moi, quand je suis parti, je savais rien de cette épreuve qui est une épreuve où les pièges sont nombreux. Et je suis parti la fleur au fusil et je l'ai géré parfaitement bien sans le savoir, sans le vouloir. Et je l'ai réussi vraiment sans avoir pratiquement rien préparé. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est ma discipline. Je suis vraiment fait pour ça. Et c'est ça que je veux faire. Et tu as enchaîné ensuite? Ils se sont répétés ces 100 km. Avec quel rythme? Parce qu'on dit il faut faire 1 ou 2 marathons par an, mais des 100 km, c'est encore une distance beaucoup plus importante. Quel a été finalement ton cheminement dans peut-être la planification de ces objectifs au fur et à mesure de ta carrière? Non, une fois de plus, j'ai mis beaucoup de temps. Alors, je ne vais pas dire trop de temps parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai refait le 100 km de Rognonas tous les ans pendant 3 ans parce que ça correspondait à une période qui allait bien. C'était l'hiver. Moi, j'aime pas trop les crosses, donc ça me permettait de me concentrer sur cette épreuve. Mais tout le reste de l'année, j'avais gardé dans un coin de ma tête cette idée de faire moins de 2h30 au marathon. Et donc, une fois le 100 km terminé, je me suis dit, bon voilà, c'est bien, c'est super, c'est une discipline qui me plaît. Je la referai l'année prochaine. Et pendant tout le temps qui restait, je revenais sur les distances courtes, je revenais sur les 10 km, sur les semis, sur les marathons, ce qui m'a nourri pendant toutes ces années avec cette idée de continuer à progresser. Il m'a fallu du temps. Et mes amis me le disaient, Christian me disait, t'as pas encore la mentalité. C'est-à-dire que le 100 km, ça restait quand même quelque chose que je faisais, mais une fois par an. Et puis aussi à l'époque, faire 100 km, c'était quelque chose de physiquement difficile. Et donc, oui, je respectais cette idée de n'en faire qu'un par an parce que c'est déjà beaucoup. Donc l'année suivante, je reviens à Rognonas en 95 avec cette fois une année d'entraînement, donc un peu plus de foncier. Et là, de 7h54, je passe à 7h14. Et là, 7h14, ça commence à devenir sérieux. C'est-à-dire que là, on me fait comprendre que si je franchis une petite marche, c'est l'équipe de France qui m'attend. Et là, il y a comme une forme de... Chez moi, il se passe quelque chose parce que je vais pas raconter ma vie, mais quand j'étais cadet... Bah, si tu es là pour ça, Bruno, hein. Les gens t'écoutent. Hein.
D'accord. Ok, alors j'y vais. Non, mais ça me permettra de parler de ma famille. Quand j'étais un jeune cadet junior prometteur, tout le monde me voyait aux Jeux Olympiques. J'étais en sport-études dans un milieu où beaucoup d'ailleurs de mes copains sont allés aux Jeux Olympiques. La génération 60, il y a vraiment de très très grands athlètes avec Jean-Baptiste Protet, Prianon, Pascal Thiébaut, enfin des gens qui ont tous fait les Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai privilégié le côté professionnel. Je me suis moins entraîné et je voyais tous mes potes qui partaient aux Jeux Olympiques. Et quelque part, j'ai un peu déçu ma famille et mon entourage et je le savais parce que j'avais un peu laissé tomber le sport de haut niveau. Et donc là, j'avais l'opportunité de quelque part pas de boucler la boucle, mais de rattraper quelque chose que j'avais laissé échapper à un moment en étant peut-être pas assez concentré sur le sport de haut niveau et sur le sport tout court. Et donc là, je me suis dit quelque part, il va y avoir aussi pas une forme de revanche, mais je suis certain qu'au fond de moi, il y avait une forme de revanche de me dire ce que j'ai loupé il y a 20 ans ou 25 ans. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, pardon, je vais pas le louper une deuxième fois. Et donc là, je me suis dit, je vais vraiment me donner les moyens de réussir. Et donc, j'ai refait le 100 km de Romionas l'année suivante. Et là, je fais 6h56, meilleure performance française, dans des conditions abominables. Il avait grêlé, il avait fait un temps vraiment catastrophique. Et là, je fais la meilleure performance française de la saison. Normal, c'était le début de saison. Et là, j'intègre l'équipe de France. Là, tu passes ce petit palier, ce qui te manquait pour atteindre donc ce maillot tricolore. Qu'est-ce qu'il en a été par la suite? Tu as eu de nombreuses sélections jusqu'au titre suprême de champion du monde? Oui, ça a été une expérience assez incroyable parce que dès 1992, j'ai commencé à entraîner. Donc, ça veut dire que j'entraînais déjà depuis très longtemps. Et là, je me suis retrouvé devant une problématique. C'est-à-dire que cette épreuve que je ne connaissais pas, en fait, j'ai cherché autour de moi des ressources pour me préparer, pour passer de 7h54 à 7h14, de 7h14 à 6h56. J'ai cherché des ressources autour de moi pour essayer de comprendre comment on s'entraînait pour cette épreuve. Sur le marathon, on savait bien comment il fallait faire. Il n'y avait pas de secret. Le marathon était une épreuve qui était bien encadrée, bien structurée. On comprenait comment s'entraîner pour un marathon. D'ailleurs, j'entraînais des marathoniens. Et là, sur 100 km, il y avait rien. Donc, ça m'a comblé aussi d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue de l'entraîneur que j'étais, d'un point de vue purement intellectuel. Ça m'a aussi comblé parce qu'il a fallu que je comprenne et que je cherche comment ça fonctionnait et que je trouve des solutions. Comment est-ce qu'on se prépare à un 100 km? Il y avait pas ou peu d'écrits. Et donc, il a fallu que je construise tout ça. Et ça m'a aidé aussi dans la suite, puisque du coup, j'ai essayé de formaliser quelque chose. Et là, c'est mon côté enseignant qui m'a servi, cette volonté d'avoir une méthode, de comprendre, d'essayer de dire mais comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que pour en revenir au départ, c'est vraiment cette triple compétence qui m'a construit, parce que ce côté enseignant, ce côté chercheur, ce côté de vouloir comprendre et d'avoir une méthode, c'est quelque chose que j'ai creusé parce que j'ai été formé comme ça. Je dis pas que les autres entraîneurs qui n'ont pas une formation d'enseignant creusent pas aussi, mais moi j'ai vraiment creusé parce que j'avais vraiment cette volonté. Tout était cohérent en fait. C'était découvrir une nouvelle épreuve, la comprendre, la structurer, organiser tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu dans cette conquête de cette épreuve. Donc, tu étais toi-même le sujet de ta méthode. Tu n'avais pas un entraîneur à l'extérieur pour te préparer. C'était toi-même la personne qui créait le plan d'entraînement et qui l'exécutait derrière. Donc, c'est peut-être pas facile, cette double casquette que tu avais pour bien te préparer et avoir un recul assez juste sur tes séances d'entraînement, sur ton ressenti et tes performances. C'est ça. C'est très difficile d'être son propre entraîneur. J'ai vraiment eu du mal à me retrouver dans cette position, mais heureusement, et là une fois de plus, le hasard n'existe pas. J'ai été sollicité par un athlète de très haut niveau sur marathon, Pascal Fétizon, qui est quelqu'un que je connaissais depuis mes débuts en 1972. Il était déjà là, Pascal. Il venait juste de louper la sélection aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, de très très peu. Et donc, il avait lui aussi cette appétence pour le long, et donc il m'a contacté. On s'est retrouvé dans des formations d'entraîneurs. On s'est retrouvé. Il m'a contacté en me disant voilà Bruno, je voudrais faire du 100 km. Qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis bah ouais, tu vas voir, c'est super, c'est génial, etc. Il m'a fait confiance. Il connaissait mon parcours, il connaissait ma passion pour l'entraînement. Enfin voilà, on se connaissait très bien. Et donc là, j'ai eu entre les mains
du jour au lendemain une Ferrari. Et là, il a fallu que je prenne en main ce diamant brut pour essayer de l'accompagner et de l'emmener le plus loin possible. Donc très vite, j'ai eu des retours d'informations sur la méthode d'entraînement. En fait, Pascal, c'est un athlète qui est extrêmement intelligent. Il est entraîneur lui-même. Donc très vite, il a su me donner des retours d'informations. Et en fait, on a vraiment fait une recherche presque à deux. On expérimentait les séances, comment faire, est-ce qu'il faut s'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et on a cherché. Et lui, il me renvoyait des informations en permanence et ça a été passionnant. Et tout ça s'est établi en fait au fur et à mesure. Moi, je le validais sur moi, mais je le validais aussi sur lui. Et ça a été une expérience de recherche incroyable. Qu'est-ce que tu garderais, Bruno, de cette longue et brillante carrière que tu as connue donc sur des longues distances, hein. On a compris que c'était sur ces formats d'épreuves que tu te sentais le plus à l'aise. Est-ce que c'est la victoire à Millau en 2005? Est-ce que c'est la première sélection en équipe de France? Est-ce que c'est le titre de champion du monde en 2000 et 2001? Qu'est-ce que tu ressors de ta carrière? Ou un autre événement auquel tu aurais pu prendre part? Alors, je suis né à Troyes, dans l'Aube, TROYES, hein, et il y a beaucoup de choses qui vont par Troyes. Donc, la méthode champenoise, elle s'appuie sur un trépied. Et là encore, quand je réfléchis à cette question qu'on m'a souvent posée, il y a 3 épreuves que je ressors et qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que, pour être concret et précis, le titre de champion du monde, c'est vraiment la reconnaissance ultime, puisque on est au sommet d'une discipline. Alors, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, puisque Pascal a été champion du monde individuel. Il a emmené derrière lui toute l'équipe de France et nous sommes devenus donc 2 fois champions du monde par équipe. Donc oui, être champion du monde avec le maillot de l'équipe de France, le podium, la Marseillaise, ça, ce sont des moments incroyables et très très rares. Donc c'est une reconnaissance exceptionnelle des moments vraiment vraiment fabuleux. Les 100 km de Millau, c'est plus personnel, c'est-à-dire que les 100 km de Millau, c'est pendant des années, on me disait ah ouais, vous faites du 100 km, ouais, ok, super, ah c'est bien. C'est quoi votre palmarès? Bah, j'ai été 2 fois champion du monde. Ah ouais, super, ça c'est bien. C'est quoi votre record? 6h51. Ah ouais, c'est bien. Et vous avez fait Millau? Et là, je disais non. Ah ok, d'accord. Et alors, je caricature un peu, hein, je schématise, mais c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire que il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose parce que pour les gens, le 100 km, c'est pas les championnats du monde à Winchton. Personne connaît ça. Cette discipline, elle est pas connue. Les 100 km, c'est Millau. Même les gens qui ne connaissent pas le 100 km connaissent Millau. J'ai connu des gens, des people entre guillemets, hein, qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient qu'une épreuve, c'est les 100 km de Millau. Et quand je suis allé à Millau, je me disais voilà, moi j'ai connu la période Spiridon, j'ai connu la création, l'évolution des courses sur route. Oui, ça avait du sens d'aller à Millau, mais je suis pas allé à Millau pour me dire je vais gagner Millau. Je suis allé à Millau pour retourner aux sources, pour me dire voilà, je vais quand même. J'ai fait du haut niveau, j'étais complètement focus là-dessus. Une fois de plus, c'est un peu comme l'agrégation. Je respirais, je me levais, je dormais. Équipe de France, il y avait que ça qui comptait. Et Millau, c'était un peu revenir aux racines. Et c'est vrai que gagner Millau, ça a été un moment incroyable parce que Millau, c'est la reconnaissance de toute une discipline et c'est quelque chose de fabuleux. Et ma carrière a changé depuis que j'ai gagné les 100 km de Millau, donc je dois beaucoup à cette épreuve. Parce que la reconnaissance de mes pairs, la reconnaissance des autres coureurs, elle est arrivée avec la victoire aux 100 km de Millau. Et pour terminer sur ça, pour moi, l'épreuve la plus remarquable que j'ai faite, et d'ailleurs, maintenant avec le recul, je me demande comment j'ai pu faire ça, c'est une épreuve pareil qui est très peu connue, qui s'appelle la Transgaule. Donc on part de Roscoff en Bretagne, on traverse la France en courant, on fait 18 étapes pour arriver à Gruissan en Méditerranée. Donc la Transgaule traverse la France du nord au sud. Et la Transgaule, je l'ai faite un peu comme c'était un peu mon pèlerinage de Compostelle à moi. Mais la Transgaule, c'est 1 marathon et demi par jour pendant 18 jours. J'ai fait 1 marathon et demi par jour pendant 18 jours à plus de 11 km/h de moyenne. Et ça, pour moi, c'est mon plus bel exploit sportif. Parce que courir 100 km à presque 15 à l'heure,
il y en a plein qui ont fait mieux et c'est pas forcément ce qui m'impressionne le plus avec le recul. Mais cette épreuve, la Transwall, c'est quelque chose qui physiquement a été quelque chose d'incroyable. On reste sur toujours ce trépied, hein, tu l'as dit, dans tes 3 casquettes d'enseignant, de sportif pro, aujourd'hui d'entraîneur, ces 3 courses. Pour ce qui est de Millau, tu aimes y revenir puisque Daniel Ratao, qui est passé sur le podcast et qui a fini les 100 km de Millau, m'a dit je suis arrivé à un ravitaillement et là je suis tombé sur Bruno Heuby qui m'a donné des conseils pour aller vraiment tranquillement vers la fin d'épreuve. Grand champion, mais proche finalement de ses coureurs. C'est ce retour aux sources que tu aimes également, Bruno? Ouais, c'est ça. C'est vrai que Millau, c'est un endroit incroyable. La salle des fêtes, là où on voit les gens arriver, c'est un endroit fabuleux. C'est-à-dire que à Millau, j'ai coutume de dire, à Millau, il n'y a que des vainqueurs. Une fois encore, là, cette année, je suis resté dans la salle jusqu'à, je sais plus, je crois jusqu'à 4 heures du matin, à voir les gens arriver. Donc oui, c'est ça, c'est les gens, les derniers que j'ai vus, étaient pratiquement 18 heures. Et du premier qui arrive en 7h05 jusqu'à celui qui est à 18h, la montée de la passerelle, l'arrivée dans la salle des fêtes, c'est un truc incroyable. On voit des gens qui sont heureux, ils sont tous champions. C'est une formule que j'aime bien utiliser. Je dis c'est bien d'avoir été champion du monde. Ouais, ok, c'est super, mais ce qui est important, c'est d'être champion du monde de soi-même. Et moi, ce que je retiens, c'est pas d'avoir été champion du monde, c'est d'être champion du monde de moi-même dans tout ce que je fais au quotidien ou dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Et après, c'est d'aider les autres à être à leur tour champion du monde d'eux-mêmes. Et là, à Millau, on voit des champions du monde de soi-même défiler pendant des heures et des heures et des heures. C'est la même joie, c'est les mêmes embrassades, c'est la même émotion. Et je crois qu'il y a que les longues distances qui peuvent donner ces émotions, qui peuvent faire vivre de tels moments. Je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est vrai que Daniel, il était là, un peu en difficulté, et moi j'étais là à voir les gens arriver, et je l'ai vu, je me suis tourné vers lui naturellement en disant voilà, ça va, t'as l'air un peu blanc, prends du sucre. Enfin voilà, je lui ai donné quelques conseils parce que voilà, sur un 100 km, on remet toujours les compteurs à zéro. On a beau le faire en 6h50, en 10 heures ou en 15 heures, on sait jamais si on ira au bout. Donc il faut être humble. Et cette épreuve, elle apprend l'humilité. Justement, qu'est-ce que tu as appris lors de ces différentes courses sur ces 100 km? Il se passe quoi? À quel moment, finalement, c'est plus la tête qui va prendre le relais et dire aux jambes, là, il faut que tu avances, il y a une course à terminer. Comment on chemine sur un 100 km et par quelles émotions on peut passer? En fait, c'est un 100 km, c'est comme une vie en raccourci. C'est-à-dire qu'on a des hauts, on a des bas, ça va bien, ça va mal. Et ça, on le sait à l'avance. On sait à l'avance qu'on va passer par des moments difficiles, mais que c'est pas inéluctable. Ça peut revenir, ça peut repartir. Et donc, en fait, le 100 km, il faut le gérer comme ça. Mais moi, très honnêtement, mes 3 ou 4 meilleures performances, les records en 6h51 et 6h52, la place de 11e au championnat du monde en 2002, la course se déroule, les 100 km de Millau, la course se déroule parfaitement bien. Il n'y a pas de moment difficile. Tout va bien, tout est fluide, à Millau, je marchais sur l'eau, quoi. Il pouvait rien m'arriver. J'ai pas eu de moment difficile, j'ai pas eu de moment de galère. Tout s'est bien passé comme ça pourrait se passer sur un marathon, sur un Smith, sur un 10 km. Et le temps passe très vite. Là où c'est difficile, c'est quand on a mal géré sa course ou quand on a des petits pépins. Et là, oui, effectivement. Là, c'est long. Là, il faut se relever. Il faut attendre que ça aille mieux. Mais moi, ce que j'essaie de transmettre aux gens, c'est d'essayer à chaque fois de faire cette course parfaite où tout va bien et où tout est fluide. C'est ça le but, c'est de rechercher cette fluidité du début à la fin. Alors, est-ce que cette fluidité, elle vient en amont par une méthode, par des conseils que tu pourrais donner? Là encore, on va retrouver le trépied. Si on parle des piliers de la performance, pour toi, Bruno, je pense que tu vas en ressortir 3. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et le fait d'avoir entraîné des athlètes de très haut niveau. Bon, je vais pas les citer tous, mais bon, j'ai cité Pascal Fétizon, je pourrais citer Laurence Klein et d'autres. Je me suis vraiment, une fois de plus, ça a été des objets d'analyse pour moi. J'ai cherché à comprendre comment fonctionnent ces athlètes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce qu'ils ont de si différent. Pourquoi est-ce que Pascal Fétizon est Pascal Fétizon? Pourquoi est-ce que Teddy Riner est Teddy Riner? Et en fait, il y a un autre trépied, c'est quelque chose que j'ai vraiment
compris en observant ces gens-là, c'est que pour moi, le trépied de la performance, je dirais, pas seulement en sport, donc là je vais faire une petite digression, pas seulement en sport, mais dans la vie, je dirais que c'est le trépied de la réussite. Pour moi, c'est qualité, entraînabilité et volonté. Alors j'utilise des termes qui parlent pour qu'on les retienne facilement. Qualité, entraînabilité, volonté. On est d'accord que les gens qui réussissent ont des qualités hors du commun. Laure Manodou, Teddy Riner, je sais pas, je pourrais citer des milliers de sportifs. On est tous d'accord pour dire qu'ils ont des qualités phénoménales, mais ces gens-là ont aussi une autre corde à leur arc, c'est qu'ils ont ce que j'appelle l'entraînabilité, cette capacité à utiliser toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition. Ces gens-là s'entraînent plus que les autres. Zidane s'entraînait plus que les autres. Laure Manodou s'entraînait plus que les autres. Teddy Riner s'entraîne plus que les autres. Et ce qui va faire celui qui réussit, c'est d'être capable, donc c'est ce que j'appelle la volonté, mais la volonté, c'est pas simplement avoir la volonté d'avancer ou la volonté de faire, c'est cette capacité qu'a la personne qui réussit de tout mettre en musique, de tout mettre en œuvre le jour J sans fausse note. Voilà, donc c'est des qualités exceptionnelles, une capacité à les travailler hors du commun et au moment de performer, au moment de réussir leur exploit, de le faire sans fausse note. Il y a rien qui va empêcher que tout ceci soit fluide. Voilà, et ça c'est vraiment le trépied de la performance, mais des gens qui réussissent en général. Je pense que ça peut s'accorder à un chef d'entreprise, ça peut s'accorder à un enseignant, à un médecin. Voilà, ce sont ces trois choses-là qui vraiment, pour moi, structurent la performance. Et dans la course à pied, l'autre trépied qui m'a semblé important de comprendre, c'est puissance, endurance, efficience. Le trépied de la performance en course à pied, voilà, une fois de plus, j'ai utilisé des termes qui marquent et qu'on puisse retenir facilement. Puissance plus endurance plus efficience, c'est-à-dire que celui qui est bon en course à pied a ces trois aptitudes, ces trois capacités. Et derrière ça, il y a des choses bien précises. Je peux les développer. Alors oui, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sur le pied parce que c'était vers cette méthode champenoise que je voulais t'amener. Alors, rien à voir avec une consommation excessive de champagne. Moi, méthode champenoise, c'était les assemblages, donc des vignobles dans la région de Reims. Pas du tout ça, hein. On est à côté là. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai inventé le terme. Le terme, c'est Gilles Bertrand, qui est journaliste, qui a longtemps été rédacteur en chef de VO2 Magazine, organisateur des Templiers, qui a écrit un livre sur les méthodes d'entraînement, et donc qui m'a sollicité. Je lui ai expliqué comment on avait travaillé avec Pascal pour que Pascal Fétizon devienne champion du monde. Et c'est lui, dans son livre, qui a dit, il m'a accordé 2 qualificatifs que j'ai trouvé très sympas. Forcément, comme ça flatte l'ego, on aime bien le prof. Donc voilà, Bruno Huy, le professeur, et le professeur et sa méthode champenoise. Voilà, et je trouve ça très drôle parce que méthode champenoise, ça pétille. Et moi, j'aime bien, en fait, d'abord, j'aime le champagne, mais j'aime à penser que ma méthode, elle pétille et que ce soit quelque chose qui soit effervescent. Donc, j'ai bien aimé ce terme. Mais pour rejoindre le côté champagne, c'est un assemblage de différents éléments. Donc, ça se retrouve quand même. Il y a une cohérence dans cette appellation. Exactement. Le champagne est le seul vin, je vais pas dire de bêtises, mais je suis quasiment certain, où on puisse faire des assemblages, assemblage d'années, bien sûr, pas assemblage de cépages, parce qu'il y a d'autres vins où on peut assembler des cépages. Mais c'est vrai que oui, le champagne a cette particularité, et moi aussi j'ai assemblé des choses pour arriver à structurer cette méthode d'entraînement. Je vais te laisser la détailler. On va revenir sur ces 3 piliers, à savoir la puissance, l'endurance et cette efficience donc au niveau de la pratique. Je te laisse présenter ces 3 domaines pour que les auditeurs puissent vraiment s'approprier ta méthode. Ouais, alors la puissance, pour faire simple, c'est la puissance aérobie, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde connaît. On appelle ça la consommation maximale d'oxygène, on appelle ça la VO2 max, et tout le monde fait de la puissance aérobie ou presque, puisque la séance d'entraînement qui va permettre d'améliorer la puissance, c'est la VMA. Donc la VMA, vitesse maximale aérobie, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les milieux de la course à pied. Tout le monde fait de la VMA ou presque. C'est
comme la prose de Monsieur Jourdain. Enfin, on fait de la VMA. Donc, toutes les séances de VMA, de fractionné court, permettent de développer la puissance. Et ça, c'est important de le savoir parce que faut bien se dire quand on est athlète, pour ceux qui nous écoutent, ou quand on est entraîneur, quand je fais une séance de VMA, j'ai cet objectif bien précis d'améliorer ma consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'organisme de prendre l'oxygène, de capter l'oxygène dans l'air et de le transporter jusqu'au muscle, puisque c'est l'oxygène qui permet la contraction musculaire. Donc, amélioration de la puissance, ça c'est quelque chose qui est relativement admis. Voilà. Quand tu parles de fractionné court, Bruno, on est jusqu'à quel timing en termes de répétition, enfin de fractions? On est sur des fractions qui durent combien de temps environ? On va aller de 30 secondes pour la VMA courte à 4 minutes pour la VMA longue. Parce qu'en fait, il y a selon moi 3 types de VMA. La VMA courte, les efforts de 30 secondes à 1 minute 30 à peu près. Évidemment, quand on a 1:31, on bascule pas dans la VMA moyenne, mais c'est pour donner un cadre. Entre 1:30 et 2 minutes 30, on fait de la VMA moyenne. Et entre 2:30 et 4 minutes, on fait de la VMA longue. Et pourquoi, une fois de plus, un trépied ou un assemblage? Parce qu'en fait, chaque forme de VMA va apporter des effets différents à l'organisme. On fait pas ça pour uniquement faire de la variété. La variété, c'est important dans l'entraînement, mais c'est aussi des apports physiologiques qui sont différents si on fait de la VMA courte, de la moyenne et de la longue. Et c'est un peu ça que je reproche à certains programmes d'entraînement, c'est soit de ne faire que de la VMA courte, soit de ne faire que de la VMA longue, pour vraiment mixer les trois, pour avoir un développement harmonieux et complet de tout le système, d'amélioration de la puissance aérobie, de la consommation maximale d'oxygène. Donc, on reviendra peut-être après sur l'organisation d'un plan, même si on va pas dévoiler tous tes secrets, mais sur l'articulation justement de ces séances avec, dans un deuxième temps, le développement de l'endurance. C'est pas forcément moi des séances que j'apprécie, ces séances longues à un rythme plus lent. Est-ce qu'il faut en passer par là pour performer? Est-ce que l'endurance est la clé de la réussite? Alors là, il y a un gros débat là-dessus parce que avant moi et avant d'autres, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Et César, c'est Serge Cotreau. Serge Cotreau qui a été le premier entraîneur qui a créé les 100 km de Millau. Donc, j'ai coutume de dire et j'aime bien rendre hommage à Serge Cotreau. On est tous des fils de Serge Cotreau et sans Serge Cotreau, nous ne serions pas là. Donc, je veux pas tuer le père, mais Serge parle d'endurance fondamentale. C'est-à-dire cette aptitude à courir longtemps, lentement. Et là, je suis pas forcément d'accord avec lui parce que je pense que pour moi, l'endurance qui est fondamentale, c'est l'endurance aérobie, c'est la capacité à courir vite longtemps. C'est ça l'endurance dont je parle moi. L'endurance dont je parle moi, c'est cette capacité à maintenir une vitesse au fur et à mesure que le temps d'effort s'allonge. Parce qu'on sait très bien que plus le temps d'effort s'allonge, plus la vitesse réduit. Tout le monde le sait, tout le monde le vit. Et le but de l'endurance aérobie, de l'endurance dont moi je parle, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure que le temps d'effort s'allonge, la vitesse se réduise le moins possible. Il est impossible de ne pas la réduire. On est obligé. Plus on court longtemps, moins on court vite. Mais l'idée, c'est que cette réduction de la vitesse soit la plus basse possible. C'est ça l'endurance aérobie. Et c'est ça pour moi, cette endurance qui est fondamentale. On pourra revenir sur l'endurance fondamentale de Serge dans la partie qui est plus la troisième partie, qui est ce que j'appelle moi l'efficience. Parce que c'est en ça que je pense que l'endurance fondamentale de Serge est importante. Elle est plus reliée à l'efficience. Donc, l'endurance aérobie, imaginons que la puissance aérobie, ce soit comme une tarte, comme un gâteau. En fait, en fonction de la distance qu'on va parcourir, on va pouvoir utiliser une fraction de cette endurance. Plus le temps d'effort est long, plus cette fraction va être réduite. On va courir à 100% de sa VMA pendant environ 4 minutes. 3, 4, 5 minutes selon le niveau du coureur. Et puis, si on fait un 5000, on ne courra plus qu'à 98% de sa VMA. Si on fait un 10 000, on ne courra plus qu'à 95% de sa VMA, etc., etc. Et en fait, ce que je viens de dire, c'est une bêtise parce que je suis le premier à dire qu'il ne faut pas donner des distances, mais des durées d'effort. Donc, si on court 15 minutes, on ne courra qu'à 97% de sa VMA. Si on court 30 minutes, on ne courra qu'à 95% de sa VMA, etc., etc. Plus le temps s'allonge, plus le pourcentage de VMA se réduit. Si on ne travaille pas sur l'endurance aérobie, on aura un pourcentage qui est faible.
Voilà. Donc, deux coureurs avec une VMA identique, on aura deux profils différents si leur endurance, justement, cette capacité à soutenir l'effort est bien moindre pour l'un des deux. Ça peut se répercuter avec des chronos très, très divergents, finalement. C'est exactement ça. Et là encore, hein, regardez autour de vous. Vous connaissez tous un coureur de 10 000 qui monte sur semi et qui fait pas une performance de ouf et qui, sur marathon, va faire une performance très moyenne. Ben, ce garçon, soit il n'a pas d'endurance aérobie, ou cette fille, soit il n'a pas travaillé sur l'endurance aérobie. Moi, j'ai vraiment des tas d'exemples de très bons coureurs dans les régions. On a tous de très bons coureurs de 10 km qui étaient capables de faire 31, 30 au 10 km, voire même moins, et qui sur semi faisaient des performances une 4, une 5, une 6. Ah oui, c'est très bien, hein, mais en correspondance, c'est pas si bon que ça. Et puis quand ils montaient sur marathon, c'est 2h20, 2h25. Ouais, c'est très bien 2h20, 2h25. Sauf que ces athlètes-là, ils auraient pu faire beaucoup moins. Donc en fait, une performance en soi, ça veut rien dire. C'est est-ce que le potentiel de l'athlète, il est utilisé au maximum? Est-ce que vraiment on a utilisé toute sa puissance aérobie et toute son endurance aérobie pour qu'il puisse faire la meilleure performance possible? On a des tas d'exemples là, hein, de coureurs de 10 km qui se lancent maintenant sur semi et sur marathon. C'est facile de voir si ils ont atteint leur potentiel maximum. Est-ce que tu as des exemples de séances d'endurance aérobie qui permettent justement de développer ces capacités et de gagner en aisance? Oui, parce que en fait, c'est assez facile à expliquer. Tout ce qui est VMA est dans une zone qui se situe entre 95 et 105% de la VMA. Donc, toutes les vitesses entre 95 et 105% de la VMA sont des séances qui vont développer la puissance. Puissance entre 105 et 95. De 95 à 90, on est dans une zone un peu intermédiaire, hein, ce que Véronique Billat appelle la zone de transition. Donc, entre 90 et 95%, on a encore des effets sur la VMA, mais pas si importants qu'au-delà. Et on commence à avoir des effets sur l'endurance aérobie. L'endurance aérobie, elle se développe beaucoup entre 80 et 90% de la VMA. Donc en fait, si on voulait faire un schéma, hein, on est vraiment sur une partie d'intensité qui est juste en dessous. Donc tout ce qui va être travaillé entre 80 et 90% de la VMA va développer l'endurance aérobie. Donc on va construire des séances de fractionnés, mais du fractionné qui va être plus long. Bien évidemment, si on court à 90% de la VMA, on va se rapprocher des séances de VMA longue, donc des efforts de 4 minutes. On va en répéter 6 fois 4 minutes, 7 fois 4 minutes, 8 fois 4 minutes. Et plus le temps d'effort va augmenter, 5 minutes, 6 minutes, 1 minute, 10 minutes, plus l'intensité va se réduire. On va arriver à l'autre bout de cette zone sur des intensités de 80% de la VMA. On pourra faire, par exemple, 3 fois 20 minutes à 80% de la VMA. Plus la durée de la fraction la durée de la fraction augmente, en fonction, en fait, du pourcentage de VMA. Un moyen simple, Bruno, pour évaluer sa VMA, si on n'a pas une expérience en club, si on n'est pas dans un laboratoire, comment on va pouvoir la mesurer assez simplement? Qu'est-ce que tu donnes, toi, comme outil? Est-ce qu'un demi-Cooper sur une piste peut faire l'affaire? Oui. Alors, une fois de plus, hein, dans ce souci d'être très précis, et peut-être de vouloir un peu pas couper les cheveux en quatre, mais voilà, c'est ma façon de fonctionner. Moi, je me suis rendu compte sur le terrain parce que je suis pas forcément un entraîneur très scientifique, mais je suis vraiment un homme de terrain, hein, aussi peut-être parce que j'étais enseignant d'EPS. Je me suis rendu compte que en fait 6 minutes, c'est un peu long pour faire un test qui corresponde à tout le monde. Alors, il n'y a pas de test qui correspond à tout le monde. Ce qui correspond à tout le monde ne correspond à personne. Mais moi, je recommande plutôt de faire un test autour de 5 minutes. La VMA, on la tient entre 3-4 minutes si on est un coureur débutant. 6 minutes, on est quand même un coureur très expérimenté. Donc, le demi-Cooper s'adresse vraiment aux coureurs de bon niveau, voire de très bon niveau. Moi, je recommande plutôt un test sur 5 minutes. Mais ce que je recommande, c'est un test plutôt sur mesure en fonction du type de coureur. Si c'est un coureur débutant, toi, si tu m'avais contacté quand tu as fait ton premier 10 km en me disant, voilà Bruno, je veux faire moins d'une heure au 10 km, qu'est-ce que tu me recommandes comme test de VMA? Je t'aurais recommandé un test sur 3 minutes. Pour des raisons qui seraient peut-être un peu longues à expliquer ici, mais le débutant n'a pas cette capacité à soutenir longtemps sa VMA.
C'est pas une capacité qu'il a. Alors que l'athlète de haut niveau peut soutenir sa VMA à 100% pendant très longtemps parce qu'il est entraîné. Voilà. Donc un débutant complet, je dirais 3 minutes. Un coureur moyen confirmé, je dirais 4 ou 5 minutes. Et un coureur de très bon niveau, je dirais 6 minutes. Donc en fait, la durée du test va dépendre du niveau de l'athlète. Pour faire simple, 5 minutes, c'est bien, c'est ni trop long ni trop court, ça correspond presque à tout le monde. Donc là, il suffit de taper sur Internet test VM5 Bruno Hubi et vous tombez sur une page de mon site Internet où tout est expliqué. On peut faire le test en durée, on peut faire le test en distance. Par exemple, si tu m'avais dit Bruno, qu'est-ce que je fais comme test, je t'aurais peut-être pas dit 3 minutes. Si tu m'avais dit je vais sur une piste, je t'aurais dit fais un 800, fais 2 tours. C'est pour ça que je m'inscris un peu en faux contre les gens qui disent faites un demi-Cooper ou faites un 2000 ou faites un 3000 pour évaluer la VMA. Mais non, un 2000 pour un athlète comme Pascal Fétizon, ça dure 6 minutes, c'est parfait. Mais un 2000 pour quelqu'un qui est débutant, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 11 minutes, ça peut durer 12 minutes. C'est un double Cooper. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi. Une des clés, une des recettes, un des secrets de la méthode champenoise, c'est de fonctionner toujours en durée d'effort, jamais en distance. Parce qu'en distance, c'est pas représentatif. Ce test sera peut-être à reconduire plusieurs fois dans une saison parce que la VMA, en fonction de notre rythme, en fonction de nos objectifs, on sera peut-être pas au même niveau. Donc, tu préconises de le répéter de façon régulière. Et si oui, avec quel rythme? Alors, ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre de sa progression. Quelqu'un qui progresse très vite, il va falloir réévaluer la VMA très souvent. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé sa VMA, même si c'est un athlète aguerri et qui se met à travailler, il va progresser régulièrement, donc il va falloir la réévaluer régulièrement, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc., etc. Ça dépend vraiment du type d'athlète. C'est difficile de donner une durée précise, de dire voilà, la VMA, il faut la réévaluer tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Avec Pascal Fétizon, on l'évaluait jamais. Parce que Pascal, il se connaissait tellement qu'il était capable de nous dire au 10e de kilomètre-heure près, et on l'a fait, hein. C'était rigolo. Il disait, ah, là, Bruno, à ce moment, je pense que je suis à 21,2. 21,2, ça fait tant, au 2000. Il faisait un 2000, boum. À la seconde près, c'était ça. Donc, et du coup, je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question. Donc, on peut évaluer soi-même sa VMA en allant sur une piste ou maintenant, avec les outils modernes, avec un GPS, on peut aller à n'importe quel endroit. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que avant, la VMA, c'était réservé à une élite en club. Il fallait aller sur une piste, il fallait organiser le test. Maintenant, n'importe qui peut évaluer sa VMA n'importe où. Si vous n'avez pas de piste, moi j'habite à Reims, on a la voie verte, on peut évaluer sa VMA le long de la voie verte sur un bout de route plat, mesuré. Il n'y a même pas besoin de mesurer puisque maintenant avec les GPS, on a la mesure. Donc, en fait, pour répondre précisément à ta question, on peut évaluer sa VMA soi-même quand on veut, où on veut et comme on veut. Le seul inconvénient de ce test, c'est qu'il intègre une partie de gestion d'effort, c'est-à-dire qu'il n'évalue pas que la VMA. Il évalue aussi la capacité de l'athlète à bien gérer son effort. Donc, du coup, c'est pas une évaluation pure et dure de la VMA comme le serait un test Vameval, où là, l'athlète n'a pas à gérer sa vitesse. La vitesse est imposée, donc il va pas réfléchir. Là, sur un test sur piste ou en nature, si on part trop vite, on n'aura pas la bonne VMA. Donc, il y a une capacité, il y a une compétence à gérer l'effort qui est aussi évaluée dans ce test. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut le faire n'importe où. Et ça donne des bases pour un objectif, pour un plan d'entraînement dans lequel il faut qu'on intègre également cette endurance fondamentale. Donc là, on est sur l'efficience, c'est le 3e pilier donc de cette méthode champenoise. Là, il faut en passer par du footing lent en endurance fondamentale. Non, non, pas forcément, pas forcément. Alors, je vais pas. Qu'est-ce que l'efficience alors, selon Bruno? Ça. Donc l'efficience, en fait, c'est le troisième pied du trépied, c'est la capacité à être économique quand je cours. En fait, on peut avoir une grosse puissance, une grosse endurance, c'est-à-dire être capable d'utiliser une grosse partie. À puissance et à endurance efficace, c'est l'athlète qui aura la meilleure efficience qui gagnera et qui ira le plus loin. L'efficience, c'est la capacité qu'on a de se mouvoir avec alors c'est à la mode maintenant, hein. Il faut réduire le coût énergétique. Donc, on doit réduire nos coûts énergétiques, nous, dans notre vie de tous les jours. Mais depuis longtemps et depuis toujours, l'être humain a
à chercher, sans le vouloir et sans le savoir, à réduire son coût énergétique. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, quand ils avaient un fauve, enfin ou un prédateur derrière eux, ils avaient intérêt à courir longtemps, et donc ils ont développé leur efficience. Et en fait, l'efficience, c'est très simple. On progresse aux vitesses où on s'entraîne. Je veux courir une épreuve à 10 km/h, je m'entraîne à 10 km/h. À 10 km/h, si je répète cette allure, je vais améliorer naturellement, c'est miraculeux, hein, c'est formidable, je vais améliorer naturellement mon efficience. Et c'est en ça que l'endurance fondamentale, pour moi, elle est trop restrictive, parce que l'endurance fondamentale, on va dire, c'est le footing tranquille. Mais si le footing tranquille ne correspond pas à ma vitesse spécifique, à la vitesse de l'objectif, je ne serai pas efficient à ma vitesse spécifique. Si je veux courir un marathon à 12 km/h et que mon endurance fondamentale est à 11, je serai bon à 11, mais je serai pas bon à 12. Donc l'endurance fondamentale, elle est fondamentale à la vitesse à laquelle on court, uniquement. On se met en mode éco-coureur et là, on peut durer relativement longtemps. Alors, c'est dans une articulation de semaines telle que tu les préconises ou dans un plan, ça représente quelle proportion de VMA, de séances donc en endurance aérobie et d'efficience? Qu'est-ce que l'on va trouver dans un plan? Là, ça va dépendre aussi de l'objectif. Si le coureur est amené à courir une fois, 2 fois, 3 fois ou plus chaque semaine, mais qu'est-ce que l'on va mettre comme ingrédient dans une semaine? Dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de planifier la saison. Et donc, de distinguer 2 périodes. Il y a une période que j'appelle la période de préparation générale, où là, on va travailler les bases, les fondations, et ce qui est fondamental. Voilà, une fois de plus. Et là, cette période de préparation générale, elle est en amont de l'objectif. Je veux faire le marathon de Paris au mois d'avril. On va donner cet objectif-là, hein, puisque c'est ce qui va me permettre d'illustrer mon propos. Ma préparation générale, je suis en plein dedans là. C'est-à-dire que je vais travailler mes bases, mes fondements dès maintenant. Et les bases et les fondements, c'est d'abord la puissance aérobie et l'endurance aérobie. Je ne vais pas faire d'efficience pendant la période de préparation générale. Ça n'a pas d'intérêt. Et quand je vais me rapprocher de l'objectif, que ce soit un objectif de 10, de semi, de marathon, de 100 km, je vais mettre en place la préparation spécifique, donc entre 8 et 10 semaines, 10 semaines pour un marathon, 9 semaines pour un semi, 8 semaines pour un 10 km. Donc, durant cette période de préparation spécifique, je vais cesser de développer la puissance, je vais juste l'entretenir, et je vais développer l'endurance, mais surtout l'efficience. Donc, en fait, la structuration des entraînements, elle va se faire en fonction de ces 2 périodes, sachant que chacune des périodes a des points forts et des points faibles. Et après, en fonction du nombre de séances d'entraînement, je vais mettre plutôt de la VMA. Quelqu'un qui prépare un 100 km et qui s'entraîne 3 fois par semaine ne fera quasiment pas de séance de VMA, parce que lui, ce qu'il a besoin de développer, c'est son endurance aérobie et son efficience. Quelqu'un qui fait du 10 km et qui s'entraîne 5 fois par semaine, bah lui va pouvoir faire. En fait, c'est un peu comme à la cantine là. Quand je passe avec mon plateau, je vais pouvoir prendre fromage, dessert, une entrée, 2 entrées. Plus j'ai de séances d'entraînement, plus je vais pouvoir mettre de séances variées et différentes. Mais elles vont dépendre de l'objectif. Si je fais du 10 km, oui, je vais plus axer sur la puissance, parce que c'est important sur 10 km pour une durée d'effort qui va varier entre 30 minutes et 1 heure, hein, selon le niveau, de mettre plus de puissance. Voilà, donc après, moi j'aime bien comparer, et je peux le faire parce que je suis nul en cuisine. Je trouve vraiment que l'entraînement, c'est vraiment une recette. Il y a toujours du sel, des œufs, du lait, et puis l'alchimie va prendre en fonction du type d'entraînement. Et c'est ça que j'aime dans ce métier, enfin, dans la façon dont je le vis, c'est que un peu d'entraînement, on part toujours d'une feuille blanche et on va construire en fonction de l'individu, en fonction de ses objectifs, en fonction du nombre de séances qu'il a à sa disposition, en fonction de son niveau. Et moi, j'ai fait des dizaines de plans d'entraînement pour Millau là en septembre, parce que les gens s'adressent à moi pour Millau. Il y a quasiment pas un plan qui se ressemble, parce que chaque coureur est différent. C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a un plan type par rapport à cette méthode, ou ce sont, comme on a l'habitude en tant qu'enseignant de construire nos séances, on a un cadre et après c'est les ingrédients qui vont se positionner en fonction des objectifs des personnes, comme tu l'as évoqué donc. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des plans génériques. J'ai fait des plans pour l'équipe, par exemple, le journal de l'équipe. Il me demandait des plans pour tout le monde. Et quand il faut faire un plan pour tout le monde, j'ai vraiment du mal. C'est difficile pour moi, parce que je fais tellement de
du sur-mesure. J'aime bien dire ça, moi ça me fait rire. Je fais pas du prêt à trotter. Je fais vraiment du sur-mesure. Et donc c'est compliqué pour moi de faire un plan générique. Et peut-être que tu l'as vu quand tu as fait ton plan que tu as trouvé sur mon site internet. Je mets toujours des petites. J'essaye de faire en sorte que le plan s'adresse à tous. Et je me dis mais pour qu'il s'adresse à tous, c'est compliqué quoi, parce que entre celui qui fait 3 séances, celui qui en fait 5, celui qui vise, c'est vraiment compliqué pour moi de généraliser. Ça fait tellement longtemps que je fonctionne sur du sur-mesure et sur de la personnalisation que j'ai du mal à faire des plans génériques. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je collabore pour une revue de course à pied, un magazine, et c'est la même chose. Je mets plein de tiroirs pour que les gens s'y retrouvent tous, quoi. Est-ce que selon toi, dans ta méthode, il faut borner pour être performant derrière? Est-ce que le volume va être un des facteurs de la performance? Non, pas forcément. Et c'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé un message très sympa en me disant vraiment j'ai des mantras qui me reviennent dans la tête de choses que vous répétez, parce que j'aime bien ces phrases qu'on retient facilement. Par exemple sur le long, je dis toujours ce qui est pris. On dit toujours ce qui est pris n'est plus à prendre. Moi je dis toujours ce qui est pris sera à rendre. Parce que voilà, tout ce qu'on prend au début, on va le rendre à la fin et on va payer. On court à crédit, on va payer les intérêts. Donc et on le voit toutes les semaines, même quand on regarde les athlètes de haut niveau, tous ceux qui partent vite. Bon, on l'a vu encore à New York là avec le coureur brésilien qui s'est effondré au 30e. Tout ce qui est pris sera à rendre. Et le mantra de cette personne-là, elle me l'avait rappelé, je l'avais oublié. À force de borner, vous finirez par devenir borné. Et je me rappelais plus que j'avais dit cette phrase. Et je pense que je suis bien placé pour le savoir. J'ai fait des kilométrages hebdomadaires qui étaient monstrueux. Je suis monté à 230, 240, 250 kilomètres par semaine. Donc, je sais ce que c'est que borner. Et je pense qu'à trop borner, on peut devenir borné. Donc, pour moi, il doit y avoir de la qualité dans chaque séance d'entraînement. Parfois, oui, il faut faire du volume. Mais faire du volume pour faire du volume, ça n'a pas de sens. On fait de la puissance, on fait de l'endurance, on fait de l'efficience. On va pas forcément faire des kilomètres pour faire des kilomètres parce que pour moi, ce ne sont pas des kilomètres utiles. Et ce ne sont pas forcément des kilomètres qui vont servir. Voilà, on peut faire des séances en endurance fondamentale pendant des heures et des heures et des heures. Si cette allure ne développe rien, parce que ça correspond à aucune des vitesses clés, on va borner pour rien. Est-ce que il y a un intérêt de croiser avec un autre sport pour peut-être soulager la monture? Est-ce que tu l'intègres justement dans tes plans d'entraînement? Alors oui, je l'intègre à condition que ça soit déjà intégré par l'athlète. Je reprends l'exemple de Pascal Fétizon. Pascal, on ne lui faisait pas faire autre chose que de la course à pied. Monter sur un vélo, c'était même pas la peine. Nager, n'en parlons pas. Donc Pascal n'a fait que de la course à pied pendant toute sa carrière. Moi, je fais partie de cette génération où on bornait. Je ne sais pas si on était borné, mais on bornait beaucoup. On est monté à des kilométrages. Moi, j'ai des gens de la génération qui faisaient plus de 300 kilomètres par semaine. Et je fais aussi partie de cette génération où on nous a demandé de choisir. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé quand j'ai commencé à faire du sport. J'adorais le vélo et donc j'avais 2 licences, une licence vélo, une licence course à pied. Quand j'ai commencé à être un peu plus performant, on m'a dit il faut que tu choisisses. Tu peux pas faire les deux, c'est pas compatible. Tu peux pas aller rouler le matin et courir le soir. Il faut que tu choisisses. Et je suis parti en sport-études d'athlétisme. Donc, nous, on nous a élevés à ne pas faire des sports différents. Maintenant, ça a changé. Je fais du triathlon depuis quelques temps, pas parce que c'est à la mode, mais parce que ça change et ça m'a plu de faire ça. Et oui, je pense vraiment que quand on croise les sports, on a une vraie amélioration des performances. Pas forcément parce que la course à pied est destructrice. Si elle l'était, moi, ça fait 50 ans que je cours, je serais en miettes, mais parce que ce sont vraiment des apports complémentaires et différents. J'ai eu le privilège de voir à l'œuvre Vincent Louis quand il était à Reims. Vincent, il a fini 2 ou 3e d'un championnat de France de cross. C'est énorme comme performance. C'est énorme. Il avait un entraîneur qui le faisait beaucoup courir, mais il a progressé aussi en faisant ça. Donc, oui, le fait de croiser les entraînements, je pense que ça a un vrai intérêt. Et puis, ça permet d'abord de soulager effectivement pour ceux qui ont des difficultés et des petits bobos. Mais il y a aussi un intérêt ludique. Moi, je pense que la variété de l'entraînement est très, très importante, à la fois d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Seuls les très, très grands champions sont capables de s'astreindre des charges d'entraînement colossales en faisant toujours la même chose. Mais
la plupart des gens aiment varier. Donc, d'autres sports, c'est de la variété physiologique et c'est de la variété aussi psychologique. Donc, c'est très intéressant. Est-ce qu'avec tes athlètes, tu travailles l'aspect mental? Parce que sur des distances comme les 100 km, je pense qu'il y a une part de mental qui s'intègre. Mais tu le disais là, sur ce côté variété, le côté ludique de l'entraînement, il y a aussi une part de mental, de peut-être brusquer un peu un athlète en lui apportant de la nouveauté. Et est-ce que le mental est une facette de l'entraînement que tu mets en place? Alors, c'est pas quelque chose que je travaille de manière spécifique, parce qu'une fois de plus, ce sont des méthodes qui sont apparues, qui ne font pas forcément partie de ma culture. Les préparateurs mentaux qu'on a vu arriver dans le sport et même parfois être un peu trop présents. Moi, j'ai toujours prétendu que le meilleur mental du monde ne servait à rien si on n'a pas le physique qui est adapté. Donc déjà, se préparer physiquement, être fort physiquement, c'est très important. Au 35e kilomètre d'un marathon, ou au 15e d'un semi, ou au 60e ou au 65e d'un 100 km, on a beau avoir le meilleur mental du monde, si physiquement on est au bout de sa vie, ça ne servira à rien. Donc pour moi, c'est d'abord construire un physique fort et ensuite derrière avoir des ressources mentales qu'on puisse effectivement utiliser. Ça va être utiliser des pensées positives, ça va être au moment où je suis en difficulté d'avoir cette capacité à aller chercher des images qui vont m'aider. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement bien et c'est pas quelque chose que je suis capable de transmettre parfaitement bien. Après, je pense que s'il existe des préparateurs, des gens qui font la préparation mentale, c'est que ça nécessite des compétences particulières que moi je n'ai pas forcément. Alors, Bruno, on est en ce début du mois de novembre, à quelques semaines pour certains, d'objectifs très importants, que ce soit un semi-marathon, un marathon pour celles et ceux qui seront sur La Rochelle. Et moi-même, je serai dimanche sur un 10 km labellisé FFA. Quels conseils tu peux nous donner à l'approche de ces gros objectifs individuels, parce que c'est propre à chacun? Comment bien gérer cette phase en amont donc de ces courses et de ces compétitions qui s'annoncent? Ouais, c'est très intéressant comme question parce que j'ai parlé de préparation générale, de préparation spécifique, et c'est vrai que dans la planification de l'objectif, il y a une phase qu'on appelle la phase de relâchement, enfin, j'appelle la phase de relâchement, qui est très importante et avec laquelle les coureurs ont un peu de mal. Tu parlais du marathon de La Rochelle, moi j'ai quelques athlètes, j'entraîne quelques athlètes, je n'ai pas d'athlètes. Jamais je dis mes athlètes parce que c'est un mot qui me fait. Je pourrais dire mes élèves, mais j'arrive pas à dire mes athlètes comme si c'était ma possession. Donc les athlètes que j'accompagne, qui font le privilège de me faire confiance. Là, il va y avoir le championnat de France de marathon à Deauville dans 2 semaines. Voilà. Donc on entre dans des phases où le marathon de La Rochelle, comme tu disais, où il va falloir relâcher l'entraînement. Là, une fois de plus, le mental est important. Et on parlait de préparation mentale tout à l'heure. Je pense que le rôle de l'entraîneur, c'est justement de dire à l'athlète, voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait pour t'entraîner, tu es prêt physiquement. Maintenant, il va falloir que tu acceptes de relâcher l'entraînement. Et on entre dans une phase qui est plus ou moins longue selon l'objectif. Sur un 10 km, moi, je propose de relâcher pendant une semaine. Sur un marathon, ça va être 15 jours ou 3 semaines. Donc, en fait, on rentre dans une phase où il va falloir vraiment réduire drastiquement l'entraînement. Pour moi, cette phase, elle est importante parce que c'est le moment où on va potentialiser tout ce qu'on a travaillé avant. Et pour essayer de synthétiser et de faire simple, elle va être composée uniquement de petites séances de rappel, piqûres de rappel. Je sais pas si piqûre est un terme bien approprié. Ça me fait toujours penser un peu à autre chose, moi, les piqûres. Mais des petites séances où on va répéter la vitesse spécifique. On a travaillé l'efficience, donc on va faire ses gammes en fait. Voilà, comme le pianiste, pour ne pas perdre la main, continue à faire ses gammes. Le chanteur continue à travailler sa voix. Pendant ces derniers jours, on fait juste des tout petits rappels pour bien mémoriser les vitesses spécifiques. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'on pourrait quasiment ne rien faire, ça changerait pas grand-chose, mais presque rien. On a toujours tendance à trop en faire. Et ça, c'est vraiment
le conseil qu'il faut donner aux gens, n'hésitez pas à vous reposer, vous ne serez jamais trop reposé. Le sommeil, le repos, ce sont des facteurs importants pour la performance dans les jours ou dans les semaines à venir. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Donc très important, oui, de dormir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande dans cette phase de relâchement. C'est d'être très attentif à l'alimentation. Mais l'alimentation, donc c'est un autre sujet, on pourra en parler aussi. Mais l'alimentation, pour moi, c'est tout au long de l'année. Mais oui, il faut vraiment être très attentif les derniers jours parce que l'aliment que vous ne digérez pas et qui va vous mettre l'estomac en miettes et en vrac, ça peut annuler des semaines et des mois d'entraînement. Le sommeil, récupérer, dormir, se coucher suffisamment tôt pour être reposé, pour être oui, ça ce sont des facteurs sur lesquels on doit insister. Moins d'entraînement, plus de sommeil, plus de repos. Voilà, si vous faites un métier où vous êtes debout toute la journée, évitez peut-être les stations debout, ou quand on rentre chez soi le soir, favoriser le repos, être très attentif à tous ces petits détails qui vont faire que on va être prêt le jour J. Et du coup, ça permet d'oublier un peu cette partie entraînement qui est secondaire. Alors le jour J, comment on l'aborde ? Parce que là, il y a aussi beaucoup de choses peut-être à éviter pour tomber dans des embûches et rater sa course. Donc, quels seraient tes conseils, Bruno ? Ne pas changer ses habitudes. Souvent, le jour J, ou alors on va écouter le conseil de l'ancien qui a déjà fait X fois des marathons ou des 10 km, enfin peu importe, et qui va vous dire il faut manger ça, il faut faire ci, il faut boire ça. Moi, je dirais dans les derniers jours et le dernier jour, pas de place à l'improvisation. Voilà, on va manger, on va boire, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. On est dans ses routines, on est dans ses habitudes. Et le fait d'être dans ses routines et dans ses habitudes, ça permet aussi d'être bien dans son cadre, d'être bien dans sa tête et d'être bien dans ses baskets après. Donc, pas d'improvisation. On teste pas le matin de la course la boisson miracle. Il n'y a pas de boisson miracle. Ça n'existe pas. On essaye vraiment de mettre en place tout ce qu'on aura travaillé avant. Le dernier repas, on l'aura testé avant dans les sorties longues en se mettant à l'entraînement dans les mêmes conditions. La course a lieu à 9h, je vais faire mon entraînement spécifique à 9h. Le moment avant l'entraînement, je vais répéter ce que je mangerai le jour J. Pour moi, tout est dans la répétition, tout est dans la préparation, pas d'improvisation, surtout pas d'improvisation. Et c'est la même chose pour les tenues. On n'achète pas une paire de baskets 3 jours avant. On a testé le short, on a testé le maillot, on a testé le cuissard, on a tout testé en amont pour que le jour J, tout soit prêt. Et ça évite aussi ce stress négatif qu'on va avoir parce qu'on aura oublié un petit détail et qui fait qu'on va perdre pied. Et puis le jour de la course, ce qui est pris sera à rendre. Ne pas se laisser. Alors, je reviens au trépied qualité, entraînabilité, volonté. Le jour J, c'est le troisième trépied. La capacité à jouer la partition sans fausse note. Voilà. On peut avoir répété la partition des jours et des jours, et quand on arrive devant le public, hop, on fait un couac. Le virtuose, il fait jamais de couac, et le sportif qui est préparé, il ne fait jamais de couac. Et c'est en ça qu'on peut être champion du monde de soi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait le marathon en 4h30, 5h30, qu'on ne doit pas tout préparer comme un champion. On veut être champion du monde de soi-même, donc on prépare tous les détails. Le jour de la course, on respecte à la lettre la stratégie qu'on a prévue et qu'on s'est fixée. On se laisse pas déborder par les émotions. On se laisse pas embarquer, si on est sur une course avec beaucoup de coureurs, par les autres concurrents. Je suis un peu dur là, mais 98%, 97%, j'ai pas fait de statistiques, des coureurs partent trop vite. Voilà. J'aime bien ce terme on respecte le chronomètre, mais maître M-A-I-T-R-E. C'est le chrono qui est maître. C'est pas les sensations, c'est pas le ressenti, parce que les sensations et le ressenti que vous aurez le jour J risquent fort de vous amener dans une stratégie qui ne sera pas la bonne. Donc pourquoi ? Parce qu'on est reposé, parce qu'on est frais, parce qu'on est motivé. Voilà, là c'est les mystères du cerveau. Pourquoi le jour J on est capable de faire des choses qu'on ne fait jamais à l'entraînement ? C'est le mystère du corps humain. Donc si j'ai prévu de courir mon marathon à 12 km/h, voilà, je respecte mon allure à la lettre dès le premier kilomètre. Je respecte mes ravitaillements. Voilà, tout ce que j'ai prévu et planifié, je vais le mettre en œuvre le jour J sans déroger. Alors, pour prendre un exemple un petit peu plus personnel, sur mon prochain 10 km, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil ? On part donc à l'allure cible. Est-ce qu'à un moment donné, on peut quand même tenter une accélération ? Ou est-ce que d'un bout à l'autre,
on reste sur le chemin et la ligne de conduite prévue? Alors voilà, dès le début, on est à l'allure cible. Il vaut mieux même partir 3 ou 4 secondes en dessous que de partir 3 ou 4 secondes au-dessus. Mais ça, c'est pas Bruno Luby qui s'est levé un matin en décidant ça. Il y a des raisons physiologiques de ça, ce qu'on appelle l'effet starter. Les premiers kilomètres, si on les fait trop vite, sont très coûteux en énergie. Très coûteux en énergie. Et moi, j'aime bien faire les comparaisons. On l'a pas fait beaucoup là durant ce podcast, mais j'aime bien comparer un coureur à pied à une voiture. C'est pour ça que je dis les qualités, c'est quoi? Il y a des 2 chevaux, il y a des Ferrari, mais peu importe. Si vous êtes une 2 chevaux, vous avez un petit moteur. Si vous êtes une Ferrari, vous avez un gros moteur. Mais c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est l'obtenir la substantifique moelle. Donc dès le départ, oui, on va partir à la bonne allure parce que sinon il y a un effet starter. On va consommer beaucoup d'essence et cette essence, elle va manquer à la fin. Donc on part précisément à l'allure. C'est quoi ton objectif, Sébastien? Alors, j'ai fait 39,42 du côté de l'Indien, donc à Orléans il y a 3 semaines. L'objectif est de faire un petit peu en dessous, donc aux alentours de 3,55, 3,50. Ah, je l'annonce. Donc là, je peux pas me dérober. J'avais annoncé moins de 40 sur un précédent épisode. Ça s'est avéré positif. Donc là, voilà, je pense partir prudemment à 3,55 pour terminer vers 3,50. D'accord. Alors 3,55, ça fait du 39,10, ça, non? À peu près, approximativement. D'accord. Ok. Moi, je te conseillerais de partir, si tu veux t'approcher des 39, je te conseillerais de partir plutôt sur 39,30. Voilà, un petit peu de prudence, parce que même si tu as l'idée de partir à 39,30, il est possible que tu partes à 39,20. Si tu as l'idée de partir à 39,10, il est possible que tu partes en 38,50. Donc, moi, je conseille vraiment la prudence. 2 ou 3 secondes de moins en début, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, plutôt partir sur 39,30, voir comment se passe le premier kilomètre, et puis tenir l'allure comme ça pendant 3, 4, 5, 6 kilomètres. Je dirais, les 3 quarts de la course, entre les deux, ouais, c'est ça, les 2 tiers, les 3 quarts de la course, garder une allure constante. Puis là, si tu t'aperçois au 7e que finalement tu te sens bien, il y a pas cette baisse d'allure qui se produit souvent, alors pourquoi pas accélérer tout doucement, très progressivement. Et ça va être la même chose sur un semi-marathon à partir du 15e, sur un marathon à partir du 30e. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être prudent, de se ménager au maximum. Et les 2 ou 3 secondes éventuelles que tu auras perdues dans le premier kilomètre, tu vas largement les rattraper dans les 3 derniers. Pour moi, la gestion de course parfaite, elle est pas loin de ressembler à ça. Bon bah écoute, Bruno, je t'envoie un message une fois que la course est terminée et on fera le débrief tous les deux pour voir comment ça s'est déroulé. Avec plaisir. Alors l'avantage de nos montres maintenant modernes, moi ce que je conseille aux gens, donc je te le conseille, c'est de mettre ce qu'on appelle l'autolap. L'autolap, donc il prend automatiquement les temps à chaque kilomètre, parce que moi quand j'accompagne un athlète, j'utilise beaucoup les données d'entraînement et de course pour analyser comment ça s'est passé. Et l'autolap, alors là, je veux dire, on peut pas tricher, quoi. On a le temps à chaque kilomètre. Et donc là, on peut pas dire, ah, bah, tiens, je suis parti en temps où non, là, le chrono, il va prendre automatiquement le temps tous les kilomètres. Donc, l'autolap, tous les kilomètres. Et là, tu vas pouvoir analyser ta course et voir si vraiment tu as été dans les objectifs que tu t'es fixés. Alors, cette utilisation des montres, je pense que tu reviendras, Bruno, sur le podcast pour faire un autre épisode, hein, parce que les objets connectés, tu en as fait un livre, donc on le traitera sur un autre épisode. Juste après ces objectifs, est-ce que tu intègres, là, si on est toujours dans la planification de l'entraînement, une phase de post-course, cette période après une compétition, qu'est-ce que l'on met dedans? Est-ce que l'on coupe totalement? Est-ce qu'il y a peut-être un petit travail de remise en condition avec quel timing en fonction d'un 10, d'un semi, d'un marathon? Ouais, alors là, c'est vrai que là, c'est pas un trépied, c'est la planification, c'est 4 morceaux. Donc préparation générale, préparation spécifique, la phase de relâchement avant l'objectif et cette phase qui suit l'objectif, c'est la phase de régénération. Donc il y a le relâchement, préparation générale spécifique et la phase de régénération. Donc comme son nom l'indique, le but c'est de régénérer, c'est de récupérer après l'effort pour pouvoir repartir dans un objectif suivant. Donc une fois encore, j'ai du mal à généraliser parce que tout va dépendre de la façon de la distance. Est-ce que c'est un 10, est-ce que c'est un semi, est-ce que c'est un marathon? On ne récupère pas de la même manière. Plus la distance est longue, plus la phase de régénération va être longue. Ensuite, tout dépend de la façon dont c'est réalisé l'objectif. On ne récupère pas de la même manière. Tu ne récupéreras pas de la même manière si tu fais 39-10
ou si tu fais 40-25 parce que tu es parti trop vite et que tu t'es planté. C'est pourtant 10 bornes que tu as faites, mais derrière, ça sera plus facile de rebondir sur un objectif réussi que sur un objectif raté. C'est comme ça. Donc en fait, moi, je prends en compte la performance qui a été réalisée, l'état de fatigue ou l'impact qu'a eu l'épreuve, et derrière, on va mettre en place une phase de repos. Ça dépend aussi du type d'athlète. Il y a des gens qui ne tiennent pas en place. Ça dépend aussi Moi, j'aime bien prendre en compte à la fois les capacités physiques de l'athlète, ses contraintes familiales et ses contraintes professionnelles. Pour moi, c'est les 3 points. Il faut encore un trépied. C'est les 3 points que j'intègre dans la préparation d'un plan d'entraînement. Quel type d'athlète c'est sur le plan physique? Quel type de personne c'est sur le plan familial? Quel type de personne c'est sur le plan professionnel? Quelqu'un qui va faire un métier très difficile et qui, dès le lendemain de sa course, fait quelque chose de dur physiquement, moi, je vais lui conseiller de se reposer, de ne pas aller courir. Quelqu'un qui tient pas en place et qui fait un métier où il est assis pendant des heures et des heures, ça peut peut-être être pertinent d'aller marcher, d'aller courir, ou d'aller rouler, ou d'aller nager. Ce qu'on sait de manière générale, c'est que plus on est en activité, mieux on récupère. L'inactivité n'est pas une bonne façon de récupérer. Donc, marcher, courir, nager, rouler, faire des activités annexes, ça sera profitable et ça permettra de mieux récupérer. Donc, dans tous les cas, essayer d'être en action pour récupérer le mieux possible. Après, ouais, c'est difficile de généraliser parce que chaque personne est différente. Mais tu vois, je le constate, ce fait d'être en mouvement et de toujours optimiser finalement notre corps à travers des séances que je fais, ce que j'appelle des baby runs au lendemain d'une grosse séance, de fractionner. Finalement, ça permet de rester en mouvement. Alors, c'est peut-être parfois un petit peu raide sur les premières minutes, mais au bout de 20 minutes, il y a plus de tension et le lendemain, je peux repartir sur une séance. Donc, j'ai l'impression que plus je vais courir avec un volume adapté, avec des séances qui sont parfois même très très courtes, mais plus j'ai cette capacité à enchaîner. Alors que quand j'ai connu des phases de blessure, quand tu reprends, c'est difficile justement de se remettre en condition et les courbatures sont plus importantes. Là, je regardais hier, tu vois, sur cette période de vacances où j'ai dû sortir 13 ou 14 fois sur 16 à 18 jours sans aucune fatigue, avec une forme, et c'est pour ça que je croise les doigts et je touche du bois pour dimanche, j'espère que ça se passera bien, mais j'ai tout fait pour être en forme pour cette course de 10 km avec de nombreuses sorties, plus peut-être qu'à mon habitude, mais ça passe bien. Donc là, la tête surfant sur cette belle course du côté d'Orléans mi-octobre m'a, je pense, porté vers ce nouvel objectif. Ça, c'est quelque chose que tu constates aussi chez des athlètes que tu accompagnes. Oui, complètement. De toute façon, le corps humain est fait pour le mouvement, on n'est pas fait pour l'inactivité. Donc, ce que tu décris, c'est ce que je constate aussi, et ce que tu dis, et qui est très important, parce que là, en fait, tu as mis l'accent sur un point clé, c'est de s'écouter. Et tu sais t'écouter, tu sais analyser tes sensations, et en fait, c'est ça la clé pour moi de la réussite. C'est pas de se dire, voilà, sur le plan d'entraînement, c'était marqué 1 heure, je vais faire 1 heure parce que c'est marqué. Toi, tu adaptes, tu t'écoutes, tu réduis la durée s'il le faut. Et c'est ça la clé pour moi. Vraiment, c'est apprendre à se connaître, écouter ses sensations. Le corps envoie toujours des signaux qu'il faut écouter. Il se trompe jamais. Et donc ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que garder de l'activité. Moi, j'ai toujours préféré m'entraîner, par exemple, puisqu'on parlait de borner tout à l'heure, j'ai préféré multiplier les séances que de faire des séances trop longues. C'est contradictoire parce que je faisais du très très long. Mais la Transgoal, par exemple, j'ai adoré parce que c'était 18 jours. On courait tous les jours. Je sais pas si j'aurais été capable de courir la même chose. Enfin, sans m'arrêter, c'est pas possible. Mais je crois aussi que c'est important d'aller vers quelque chose de répétitif. Je pense que c'est vraiment une des clés. Et puis, on se rend compte que le corps humain, il est vraiment fait. Si on lui laisse le temps, et visiblement c'est ce que tu fais, il est capable de faire de l'activité physique quotidiennement sans que ce soit quelque chose de traumatisant ou de pénalisant. Ça pourrait faire l'objet également d'un podcast. Est-ce qu'avec l'âge, on est plus performant, c'est-à-dire qu'on se connaît mieux? Je pense aujourd'hui avoir un meilleur coffre, une cylindrée plus importante que lorsque j'ai débuté avec ton premier plan. Alors, c'était en 2007-2008. Aujourd'hui, je me connais mieux. Donc, effectivement, c'est plus facile de se dire
sur cette séance-là, je vais peut-être réduire le curseur, je vais sauter une fraction parce que je la sens pas, pour continuer finalement à courir. Enfin, moi, je suis de cette nature-là. J'ai envie encore de courir pendant très longtemps et de ne pas faire des efforts trop importants au risque de me blesser, d'être arrêté et de repartir de beaucoup plus loin. Donc, c'est un peu ma philosophie, mais je partage ce que tu mets en avant également. C'est ça. Et alors là, je vais faire un peu de pub pour mon livre. C'est pas forcément le but de ce podcast, mais quand j'ai écrit Courir longtemps, c'était en 2008, donc j'étais vraiment dans le sport de haut niveau. Donc c'était vraiment courir longtemps, 10 km, 100 km, 24 heures. Mais c'était aussi courir longtemps dans le temps. Et pour moi, c'est important, et je suis d'accord avec toi. Moi, je donne toutes mes médailles, je donne tous mes titres pour continuer à courir jusqu'à 70, 80, 90 ans. C'est important. Et ça ne peut fonctionner que si on s'écoute, que si on est vraiment très attentif aux sensations qu'on ressent. Et moi, je rêve vraiment de courir le plus longtemps possible en nage. Alors Bruno, même si tu es bien dans tes baskets, je voulais te poser la question d'un moment pour toi qui serait un instant à côté de tes pompes. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne cours pas ? Quand je ne cours pas, j'aime partager des repas gastronomiques, boire des bons vins et aller vraiment partager des moments avec les gens que j'aime dans un autre contexte que celui du sport. Je suis passionné par le vin, j'adore le vin. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, j'ai la chance en Champagne d'avoir tout ce qu'il faut à ma disposition dans tout ce qui est vin effervescent. Mais donc, quand je ne cours pas, j'aime partager des moments avec ceux que j'aime, notamment des moments gastronomiques. Et puis, j'aime beaucoup le cinéma aussi. Donc, je vais au cinéma quand je ne cours pas. Eh bien, merci Bruno pour ce long échange. On aurait pu discuter encore de nombreuses heures ensemble. Quelle sera ton actualité ? Est-ce que tu as des compétitions, des échéances dans les semaines à venir ou sur l'année 2023 ? Quel sera là sur un plan vraiment personnel, hein, pas l'entraîneur, pas le professeur, mais sur le côté athlète ? Qu'est-ce qui sera dans ton objectif pour les mois à venir ? Bah, là, je dois dire, c'est pas forcément très positif ce que je vais dire, mais j'ai un peu fait le tour de la question en course à pied. Et il y a plus grand chose qui me motive et qui m'attire. Donc c'est pour ça que je suis vraiment dans la transmission, dans le partage. Quand je vais sur une compétition, j'ai plus aucune ambition chronométrique. J'étais à Marseille-Cassis il y a pas longtemps, c'était génial parce que c'est une course super. Donc l'idée c'est plus de partager des bons moments avec mes amis. Je me suis mis au triathlon il y a 2 ans et j'ai un peu brûlé les étapes, donc j'ai fait l'épreuve dont je rêvais, c'est l'Ambraman au mois d'août. Donc l'an prochain, ça manque un peu de saveur. Donc je vais refaire quelques triathlons, peut-être un marathon. Mais j'avoue que courir un marathon, alors ça peut paraître prétentieux, hein, mais je suis sincère. Courir un marathon en 3h30, 20, 15, ça m'intéresse plus trop. Et donc voilà. J'admets de faire des 10 km de plus en plus lentement. Ça me pose pas de soucis. Je vais faire le 10 km de Deauville dans 15 jours. Si je fais 42, 43, c'est pas très grave. Mais sur le plus long, je sais pas, voilà, revenir à Millau et faire 10 heures, 10h30, j'ai un peu de mal avec ça. Peut-être que je consulte, que j'avoir un psy pour, pour régler ce problème. Mais, voilà. 2003, c'est pas encore trop dessiné, là, alors qu'il est. Pour les gens qui souhaiteraient entrer en contact avec toi, peut-être suivre un de tes plans d'entraînement, par quels moyens on peut te contacter et te suivre au niveau de l'actualité ? Je crois que le plus simple, c'est de taper Bruno Hubi sur un moteur de recherche. Et là, vous aurez accès d'abord à mon site internet, sur lequel il y a pas mal de... Alors, il y a les prestations que je propose, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos, la chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos qui expliquent en détail ce que c'est que la méthode champenoise. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager tout ça. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos. Sur mon site internet, il y a beaucoup d'articles avec du contenu pour ceux qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Il y a aussi le détail des prestations que je propose. Puis voilà, je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que ça permet aussi d'échanger, de rentrer en contact. Voilà, si on s'est retrouvé aujourd'hui, si Daniel m'a contacté, c'est grâce à tout ce côté bienveillant des réseaux sociaux. On les critique beaucoup, mais je trouve qu'il y a des tas de côtés bienveillants et intéressants avec les réseaux sociaux. Donc voilà, avec les moyens modernes qu'il y a maintenant, il suffit de taper Bruno Hubi et on me retrouve très facilement.
Moi, je voulais te remercier justement d'avoir accepté très rapidement donc cette invitation pour le podcast suite à l'épisode donc de Daniel. Donc, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Je connaissais Bruno Hobby par les plans. Voilà, on a fait aujourd'hui une partie du tour de la question parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et j'ai pris note. Tu reviendras pour évoquer ces outils connectés très prochainement. Avec plaisir. Merci à toi Bruno et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.